Allô tout le monde! Joyeuse Halloween! Quand on a une chaîne de True Crime, j'avoue qu'on peut être associé quand même à l'Halloween. Effectivement, le mois d'octobre, c'est souvent dans mes mois les plus occupés parce qu'on m'invite à faire des podcasts, des conférences, raconter des histoires d'horreur. Ceci dit, moi j'ai l'impression, en tout cas, j'essaie personnellement de séparer le True Crime de l'horreur parce que je veux pas faire du sensationnalisme avec des victimes. Fait que c'est pourquoi mon décor est très sobre. C'est juste des livres, j'ai pas de crâne, j'ai pas de trucs d'horreur parce que c'est ça que je veux faire, c'est ça, je veux me dissocier. Par contre, je me suis quand même fait un petit maquillage orange, j'ai un chandail orange, fait que ça va être le seul Halloween que je vais faire aujourd'hui. Je vous prépare quand même une bonne vidéo longue, une vidéo qui m'a quand même donné des frissons à faire. Puis c'est rare, ça m'arrive parce que je suis quand même rendue immunisée, on s'entend. J'ai eu des cauchemars par rapport à une photo, fait que trigger warning, on parle d'images, de dessins quand même assez creepy. Ben si vous voulez des frissons, vous allez en avoir, mais on garde toujours en tête que ça reste des victimes qui ont connu la mort dans des circonstances souffrantes, atroces, misérables. Fait que on garde ça en tête, puis ben on se lance dans la vidéo. This is not a test. Je vais vous parler un peu du BTK Killer alias Dennis Rader. En fait, Dennis Rader alias BTK Killer. Étonnamment, j'ai pas de vidéo sur le sujet. Puis c'est quand même un tueur en série des plus connus. Pourquoi j'ai pas de vidéo? J'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup de vidéos sur le sujet. J'ai l'impression que tout a été dit. Si vous voulez une vidéo sur le sujet, laissez-moi savoir. Je vais peut-être en faire une quand même. C'est quand même un sujet qui m'intéresse. Mais je vais vous décrire là, le tueur rapidement pour que vous soyez au courant de toute toute l'histoire autour, puis pourquoi il est aussi connu, entre guillemets. Là. Alors, Dennis Rader est connu sous le nom du BTK Killer, donc Bind, Torture and Kill, ce qui voudrait dire attache, torture et tue. Puis c'est lui-même qui s'est donné ce nom-là parce que c'est vraiment comme ça qu'il tuait ses victimes. Le BTK, c'est un tueur en série américain qui a fait en tout 10 victimes entre 1974 et 1991 dans l'État du Kansas, plus précisément dans les villes de Wichita et Park City. Il tuait particulièrement des femmes et il y avait pas mal toujours le même modus operandi, soit les attachait, les torturait et les tuait soit par asphyxie, donc il leur plaçait un sac de plastique sur la tête, ou il les étranglait à mort avec un objet, soit un foulard, un vêtement, une corde, un lacet. Dennis Rader a été arrêté en 2005, donc ça fait pas si longtemps, là, si on parle d'un tueur en série des années 80. Il a été condamné à la prison à vie. Il est d'ailleurs toujours vivant aujourd'hui et il a 78 ans. C'était un homme extrêmement sadique, mais sous toute apparence, c'était un homme normal, respecté même, il était poli, propre, c'était un père de famille, il était impliqué dans sa communauté, c'était même le président du conseil à son église. Mais c'est pas juste de lui que je veux parler, en fait je veux parler de ses victimes, car on sait qu'il a fait 10 victimes, mais la police et même sa fille croient qu'il aurait fait beaucoup plus que 10 victimes. Donc à l'époque de son arrestation en 2005, les policiers avaient trouvé un carnet de notes et de dessins où le BTK il dessinait et il décrivait un peu les meurtres qu'il avait commis. Il faisait des schémas, il donnait des descriptions. C'était vraiment troublant de prouver ça, mais en même temps, c'était des preuves aussi pour l'arrêter. Tout récemment, ces dessins ont été rendus publics et c'est, pour le moins, extrêmement troublant. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'écoutent
par audio, là, en mode podcast. Donc, je vais essayer de vous décrire les photos, les dessins du mieux que je peux. Mais je vous invite quand même à aller regarder ma vidéo sur YouTube là, pour vraiment voir des dessins, des photos dont je parle parce que je pense que ça vaut la peine pour vraiment comprendre l'ampleur des histoires que je vous raconte. Donc, il y a 3 dessins qui ont été rendus publics dans l'espoir que quelqu'un reconnaissent ce qui est représenté. Les filles sont dessinées, fait qu'on espère justement qu'il y ait des informations qui soient données sur ces potentielles victimes, parce qu'on n'est pas sûr que c'est ces victimes, mais on croit que oui. Fait qu'on espère que quelqu'un va reconnaître les filles à partir des dessins, mais surtout le background, le fond des dessins, dans quelle pièce, à quel endroit ces victimes sont représentées. Malheureusement, c'est pas super détaillé, mais on sait jamais. T'sais, peut-être que quelqu'un va reconnaître, va dire, ben je sais c'est où ça, moi je sais exactement c'est où. Donc on va commencer par le premier dessin. Sur l'affiche, on peut lire « Possible victime du BTK » et c'est une affiche qui a été créée par Kansas et Missouri Missing and Unsolved. Donc sur ce dessin, on voit une fille qui a l'air quand même jeune, là, je dirais entre 12 et 22 ans, mais ça, c'est vraiment juste mon opinion à moi. Oui, elle a l'air quand même jeune, là, ça n'a pas l'air d'une fille de 30 ans et plus. Elle a les cheveux blonds qui ont l'air attachés comme en 2 couettes, là, des petites lulus. Elle porte une robe verte ou un haut vert, on n'est pas sûr. Soit c'est une robe verte vraiment courte ou un haut vert assez long. Elle est nu-pied et elle est assise sur une botte de foin. Puis comme vous pouvez voir, elle a vraiment un visage complètement terrifié. On peut voir aussi qu'elle a un ruban autour de la bouche comme pour l'empêcher de crier. Elle a aussi les mains attachées derrière le dos et les genoux et les chevilles attachées par une corde. Et c'est exactement comme ça que Dennis Rader attachait ses victimes. Fait que c'est pourquoi on pense que c'est une potentielle victime de Dennis Rader. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est vraiment le background. Fait que je vais vous le décrire comme le dessin est décrit parce que moi, quand j'ai lu la description, il y a des petits détails que j'avais pas nécessairement remarqués, fait que je vais vous les dire. Donc, on voit des gros coups de feutre qui montrent que le fond est noir des pieds à la tête. Mais à travers le noir, on peut quand même observer des genres de tuyaux. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est comme si elle était dans un genre d'enclos pour animaux, là. Et voici ce que le shérif dit exactement à propos de ce dessin. La raison pour laquelle tu aurais ça, ce serait pour déplacer du bétail par là. Donc ces barres empêcheraient le bétail probablement de se cogner contre le métal ou le bois à l'extérieur de la grange. Donc si un animal le frappait, il ne passerait pas à travers et endommagerait pas le métal ou le bois. Et effectivement, en regardant le dessin puis en comprenant là, ces barres de métal, on peut plus facile comme se figurer où la victime est située. Sinon, sur l'affiche, on peut lire « Les enquêteurs du comté de Osage, en Oklahoma, croient que ce sketch serait lié à la disparition d'une femme vue pour la dernière fois au sud du Kansas en 1991. » Et ça, c'est super intriguant parce que la police croit savoir l'identité d'une femme qui a disparu au Kansas en 1991, mais son nom n'a malheureusement pas été rendu public. Donc maintenant, je vais vous montrer la deuxième illustration qui, selon moi, est tout aussi troublante. Rapidement, je vais vous la décrire. Donc, c'est une fille qui a les cheveux bruns foncés ou noirs, attachée en queue de cheval, et elle porte une robe ou un haut rouge. Donc, on peut voir ça, c'est une robe vraiment courte ou c'est un haut rouge assez long. Je pense pas qu'il y avait des robes si courtes à l'époque. Peut-être que oui, mais ça a plus l'air d'un haut, puis elle porte pas de bas, là. On lui a enlevé ses pantalons, sa jupe ou même ses sous-vêtements. Comme la première illustration, elle a l'air vraiment terrifiée. On le voit sur son visage. Et elle a aussi l'air assez jeune. Elle est aussi gag, donc on peut voir une corde ou un ruban qui est attaché autour de sa bouche pour l'empêcher de crier. Elle a une corde autour du cou, comme attachée, comme si elle était pendue là, au plafond. Elle est à genoux, a les mains attachées derrière le dos et les chevilles liées ensemble. Donc encore une fois, le background est intéressant parce que là, il est différent. On parlerait d'une grange avec des lattes de bois et un poteau en bois qui les lierait. Il y aurait aussi probablement un plancher en bois. Puis on pense qu'à cet endroit de la grange, il n'y aurait pas de bétail parce que sinon on parlerait plus d'un sol en terre. Puis là, c'est vraiment du bois. Fait que c'est possible que ça ait lieu dans la même grange que la première illustration, mais là, c'est à un endroit différent dans la grange. On pense que le meurtre aurait pris place entre 1965 et 2005.
possiblement dans des États comme le Kansas, le Missouri, l'Oklahoma ou l'Arkansas. Comme on peut voir ici, ça se peut vraiment qu'il ait fait ça au même endroit, fait que c'est pourquoi qu'on publie ces images, parce qu'on veut demander au public, allez vérifier vos granges à vous si ça ressemble à ça. Est-ce qu'elles étaient libres d'accès? Est-ce que c'était des granges abandonnées à l'époque? Est-ce que vous reconnaissez cette grange? Peut-être que ça appartenait à un ami de Dennis Rader. Bref, c'est pourquoi on a rendu ces photos publiques. Finalement, le troisième dessin, c'est sans couleur, mais je trouve qu'il est plus détaillé. Même si c'est assez difficile à comprendre, mais je vais vous lire la description exacte des enquêteurs. Donc, elle semble être une jeune femme dans la vingtaine ou dans la trentaine. Elle a les cheveux aux épaules, séparés au milieu. Elle porte une robe avec des boutons et porte une ceinture à la taille. On voit aussi qu'elle porte des chaussettes aux genoux. Sur le dessin, elle est couchée sur le sol avec une corde autour de la bouche, les mains liées derrière le dos, les jambes aussi. On dirait encore que c'est une grange, mais pas l'endroit où on garde les animaux. C'est pas clair. Il y a même un genre de portrait robot qui a été fait à partir du dessin pour rendre la victime un peu plus claire. Puis là, on voit dans le portrait robot qu'elle a les cheveux plus blonds ou châtains. C'est pas illogique, tu sais, parce que comment on déduit ça? En voyant la photo, elle a probablement les cheveux de couleur pâle parce que sinon, il aurait colorié à l'intérieur de ses cheveux. Il aurait fait des gros traits de crayon foncés. En même temps, peut-être qu'on élabore trop à partir d'un simple dessin, mais c'est très possible. Donc la description est la même. On pense que le meurtre a eu lieu entre 1963 et 2005, soit au Kansas, Missouri, Oklahoma ou Arkansas. Et là ici, c'est intéressant d'entendre la fille de Dennis Rader. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur ses dessins en particulier? Mon père aimait beaucoup les granges et les silos. À chaque fois qu'on était en voiture et qu'on partait en camping, à la pêche, à l'école, il disait souvent qu'il voulait prendre sa retraite et habiter là. Et il faisait des blagues à ma mère à ce sujet. Et puis, quand il a été arrêté, on a su plus tard qu'il avait des grands fantasmes sur ces endroits spécifiques. Donc maintenant, on conduit et on essaie de retrouver ces endroits et on les prend en note pour aller vérifier s'il y a quelqu'un d'enterré là. Apparemment, là, que Dennis Rader, il aimait dessiner, il dessinait beaucoup. On a retrouvé environ 200 dessins qu'il a réalisés, mais il y en a seulement qu'une dizaine en couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y avait juste des crayons de couleur à ce moment-là? Ou c'est des dessins qui sont plus importants pour lui, qui démontrent ou qui représentent une vraie scène qu'il a décidé de mettre en couleur. Même si ça fait 18 ans maintenant qu'elle l'a pas vu, qu'elle lui a pas parlé, sa fille est allée en prison pour essayer de le confronter et d'obtenir une genre de confession par rapport à ses dessins, par rapport à ce qui a été retrouvé très récemment. Mais malheureusement, il est rendu vieux, il est très malade et pour être honnête, il s'en fout un peu. Là. Il veut pas du tout aider les enquêteurs parce que ça va lui servir à rien. When I've asked him, he's run me down a lot of rabbit holes. He's done a lot of speculative speak, a lot of profiling. He comes up with theories, and then I'll say something about one location. He'll mention another one, or he'll mention fishing with me by there. Then he'll jump to something else. I've asked him to draw maps of locations. We have many places to check. We've got him marked down on maps of possible sites that he's left evidence or possibly bodies, and so we have a good deal of work in front of us. Donc voilà pour Dennis Rader pour les images retrouvées publiées récemment qui sont troublantes, on va se le dire. Et maintenant, passons au deuxième tueur. Donc maintenant, je vais vous parler d'un tueur en série encore plus prolifique, entre guillemets, que le BTK Killer, qui est, je crois, plus connu. Je vais vous parler maintenant de Samuel Little, dont j'ai pas non plus parlé sur ma chaîne. Donc Samuel Little, c'est un tueur en série américain qui a confessé avoir tué 93 femmes entre 1970 et 2005. La majorité de ces meurtres ont eu lieu à Los Angeles. Et 93 femmes, c'est énorme. Tu sais, pensez à 93 femmes dans votre entourage. Ça fait beaucoup de femmes, ça fait beaucoup de monde. Imagine en tuer 93. En fait, c'est le tueur en série qui a tué le plus de monde, le plus de personnes aux États-Unis. Donc, il est dans les plus prolifiques, encore une fois, entre guillemets. Puis il est mort tout récemment, là, en 2020, à l'âge de 80. La majorité de ses victimes étaient des personnes qu'on pourrait qualifier comme étant plus vulnérables. Il s'en prenait surtout à des femmes travailleuses du sexe, des femmes sans abri
et des toxicomanes, donc c'était juste des femmes qui tuaient. Il tuait ces femmes-là parce que, bon, c'était plus facile de les tuer, mais il savait aussi que ces femmes-là, malheureusement, ne seraient pas recherchées immédiatement par la police. En fait, dans plusieurs des cas, ils n'étaient même pas recherchés, que la police s'en préoccupait un petit peu moins. Bon, on parle des années 70-80, mais c'est vraiment encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Bien qu'il a avoué avoir tué 93 femmes, il a seulement été chargé pour 8 meurtres, là, ce qui n'est pas beaucoup comparé à 93. On lui a attribué 60 autres meurtres, qu'on est sûr que c'est lui, mais malheureusement, c'est possible qu'il n'y ait pas eu assez de preuves en cours pour vraiment le charger pour ces 60 meurtres-là. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant, je trouve, parce qu'en 2018, soit 2 ans avant qu'il meure, Samuel Little a donné beaucoup de détails sur ces meurtres aux enquêteurs parce que il y a une mémoire photographique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y a une mémoire là, out of this world, là, une mémoire vraiment incroyable. Fait qu'il est capable de se remémorer des moments de sa vie, puis les voir comme si c'était carrément une photo. C'est pourquoi on appelle une mémoire photographique. Donc, il était capable de se rappeler des victimes, comment il les a tuées, où il les a tuées, à quel endroit il a laissé leur corps, et se rappelait même de l'apparence physique de ces victimes, même si on parle de 20-30 ans plus tard. Il a aussi précisé que lui, il a étranglé toutes ses victimes, sauf 2 qu'il a noyées, et qui n'a jamais poignardé ni battu à mort ses autres victimes. Donc, je ne vais pas vous parler de toutes ces victimes, là, ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous parler de quelques victimes que Samuel Little a décrit, et on n'est pas capable de faire de match entre la description qu'il a faite et les victimes qui ont été retrouvées. Fait que, qu'est-ce qu'on croit, c'est que soit les corps de ces femmes-là n'ont jamais été retrouvés, ou soit qui ont été retrouvés, mais sont sans identité, donc c'est des Jane Doe, puis ben, le match n'a pas été encore fait. Ou on peut penser même que c'était des victimes tout court, mais que les policiers n'ont jamais fait de lien avec des meurtres. Donc, je vous explique, admettons, il y a des corps qui ont été retrouvés, et la police, vu que c'était des femmes sans-abri ou toxicomanes, ont comme juste déterminé rapidement que les femmes avaient été victimes d'overdose ou même de mort naturelle, alors que non, c'était pas vrai. Les femmes avaient été victimes de meurtre, mais il n'y a pas vraiment d'enquête qui avait été faite au moment qu'on a retrouvé le corps. Puis là, je pense que les méthodes sont vraiment différentes aujourd'hui. Là, quand c'est une mort suspecte, on fait une enquête, mais là encore, on parle des années 70, 80, fait que c'est possible qu'il n'y ait pas eu d'enquête du tout qui ont été faites. On a juste retrouvé des femmes mortes sans abri dans la rue, puis ben, on les a enterrées. Il n'y a rien qui a été fait. Donc, c'est un peu pourquoi c'est vraiment difficile pour la police en ce moment d'identifier ses victimes, parce que ben, Samuel Little, il est mort, puis ça fait longtemps, puis bon, encore une fois, on sait pas, là, il y a peut-être des victimes qui ont été enterrées. On disait qu'elles étaient simplement mortes d'overdose, alors que c'était pas le cas. Par exemple, il y a cette Marianne ou Marianne qui était une belle femme trans, noire, qui avait 18-19 ans et que Samuel Little dit avoir rencontré à Miami en 1971 ou 1972. Donc, comme vous pouvez voir, il se rappelle vraiment de beaucoup de détails, là. Il aurait rencontré Marianne dans un bar nommé The Pool. Il se rappelle qu'elle vivait avec des colocataires et il l'aurait tuée sur l'autoroute près d'un champ de canne à sucre et l'aurait abandonnée dans la boîte et selon lui, elle n'aurait jamais été retrouvée. Donc ça, c'est le genre de détails qu'il donne. C'est très précis puis c'est assez bizarre, tu sais. T'abandonnes une femme, tu viens de la tuer, tu l'abandonnes dans un champ. Puis lui, il dit qu'elle n'a jamais été retrouvée selon lui. C'est quand même... Ça me surprendrait. Mais encore une fois, peut-être qu'elle a été retrouvée, puis on n'a pas pensé que c'était un meurtre, là, qu'elle a juste été morte de cause naturelle, disons. How tall do you think she was? She was about 5'7". How much do you think she weighed? She weighed about close to 200, about 170. Pretty big girl. Yeah. Now, where did you meet her at? Okay, down in the crack house. Her and about 6 other girls was sitting on the porch. To do some crack in there. I stopped to go in there. I seen the girl, that's why I stopped. We stayed together 2 days or more. I think about 3 days. We was going shoplifting. We went to Sears. We went to Kroger's, and that's where I got busted. Mm-hmm. They took me to jail, and she went and stayed in the car.
And the manager of Kroger's, I guess he got tired of her laying up in his property in that car. He called the station where I was at in North Arkansas to drop the charges. So he can come down and get this gal and car out of here. They cut me loose. Une autre femme qui aurait tué, c'était une femme blanche qui aurait rencontré près d'un camp de sans-abri. Il l'aurait amenée dans un genre de crack house. Après ça, il aurait amené la femme dans une maison abandonnée. Le sol était poussiéreux, il s'en rappelle. Et la femme en question avait comme laissé des traces de pas partout en marchant dans cette maison abandonnée. Samuel Little a ensuite étranglé la femme, l'aurait déshabillée et placée dans la baignoire. Je sais pas pour vous, mais moi, voir ces portraits robots, ces petites descriptions assez brèves, mais qui en disent beaucoup sur le meurtre, je trouve ça vraiment troublant. Surtout que ces femmes-là, ben c'est ça, ils ont jamais été identifiées. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un, là, genre, je sais pas, à Los Angeles, qui cherche sa fille, sa sœur, mais qu'on a la description là, de comment elle est morte, mais on n'a juste jamais fait de match. Il y a aussi la Knox County Jane Doe, c'est comme ça qu'on l'a appelée, qui aurait été tuée à Knoxville, au Tennessee, en décembre 1974 ou janvier 1975, puis elle aurait jamais été retrouvée. C'était une travailleuse du sexe qui avait embarqué dans sa voiture. Il l'aurait conduit sur une route près d'un gros ravin où il y avait des arbres, des mauvaises herbes, des déchets et des vieux meubles abandonnés, des frigos, des électroménagers. Apparemment aussi que c'était près de blocs appartements qui étaient délabrés. Il l'a étranglé, puis il l'a jeté dans le ravin. Samuel Little aurait ensuite quitté Knoxville pas longtemps après. Il l'a décrit comme étant la peau de couleur dorée. Elle était un peu chubby, entre guillemets, et elle avait entre 25 et 32 ans. Oh man, I loved her. I forget her name. Oh wait, I think it was Ruth. Okay. She was a heavy-set, big old yellow gal, and had buck teeth. It had a gap between the teeth. That's what it was. And she was like honey colored skin, and she had like her hair was not really long. Donc, il y a plus d'une dizaine de dessins et de descriptions comme ça que Samuel Little a fourni. Je vais mettre le lien vers le site web là, où on voit tous les dessins et les descriptions. Je vais mettre ça dans la barre d'infos. Puis on espère que la police va finir par identifier quelques-uns de ces corps-là, de ces descriptions-là, de ces dessins-là, pour que les victimes aient juste une fin qu'elles méritent. Maintenant, passons aux victimes du fameux John Wayne Gacy. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur John Wayne Gacy il y a quand même quelques temps, là. Ça fait maintenant quelques années même. Donc, je vais pas vraiment vous dire toute l'histoire en profondeur. Si vous voulez voir ma vidéo sur John Wayne Gacy, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Mais je vais quand même vous en parler rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il est quand même célèbre dans le monde du true crime, là, ce tueur en série-là. Donc, John Wayne Gacy, c'était aussi un tueur en série américain qui a surtout tué près de Chicago dans les années 70. Il aurait tué minimum 33 jeunes hommes qu'il torturait, violait avant de les tuer. C'était un homme qui était assez terrible, là, bien honnêtement. Je trouve toute son histoire très sadique, là. Il est surtout appelé le Killer Clown, là. C'est comme ça qu'on le connaît, donc le tueur clown. Parce qu'à l'occasion, il s'était déguisé en clown pour des événements là, dans sa paroisse. Là. Il était très impliqué dans sa communauté, dans son voisinage. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui vont penser qu'il se déguisait en clown pour tuer. C'était loin d'être le cas. Là. C'est juste déguisé quelquefois en clown. Et on a des photos de lui déguisé, mais c'est pas mal tout. Il y a 26 de ces 33 victimes qui ont été enterrées sous sa maison, dans son vide sanitaire, ce qui est dégoûtant. Là. C'était vraiment un cimetière. C'est un cimetière qu'il y avait en dessous de chez lui, là, vraiment. Et il est mort à l'âge de 52 ans en prison. If people don't want to know the truth and the honesty of it, if they want to be convinced or brainwashed into what they believe, then fine, then go ahead and kill me. But vengeance is mine, saith the Lord, because you will have executed somebody that didn't commit the crime. Et moi, je trouve ça vraiment incroyable qu'il y ait encore 5 victimes qui n'ont jamais été identifiées parce qu'on parle là, de des jeunes hommes dans l'adolescence, dans la vingtaine,
Fait que c'est sûr qu'ils ont des amis, ils ont des parents, ils ont des frères et sœurs. Comment ces gars-là n'ont jamais été identifiés? Moi, ça me fait capoter. Donc, 5 jeunes hommes qu'on a surnommés, c'est des John Doe. On a Body 10, donc le corps numéro 10, le corps numéro 13, le corps numéro 21, le corps numéro 26 et le numéro 28. Ils ont tous été retrouvés à la fin de 1978, début 1979. Donc, sur le site web du shérif du comté de Cook, la police demande l'aide au public pour identifier ces victimes. Donc, on demande à des membres de familles vivantes de jeunes hommes qui auraient disparu entre 1970 et 1979 aux États-Unis. Donc là, on ratisse large, parce que ça se peut que un jeune homme ait disparu, je sais pas, là, dans le New Hampshire, puis qu'on le retrouve enterré à Chicago. Tu sais, ça peut être un jeune fugueur, ça peut être un jeune homme qui était en voyage, ça peut être un touriste, on sait pas. Fait que c'est pourquoi on ratisse large quand même. Et ça se peut là, que... Hey, moi, je me rappelle, mon oncle, le frère de ma tante, était porté disparu dans les années 70. Est-ce que ça pourrait être lui, tu sais? Fait qu'on demande à ces gens-là de se rappeler. Ça se pourrait même que ça soit pas des Américains. Moi, je pensais à ça, puis j'étais comme... Ça se pourrait-tu que ça soit un jeune Québécois qui a disparu? Peut-être pas un Québécois, mais un jeune, le Canadien qui a disparu. En fait, il a fait une fugue, il est parti aux États-Unis, il s'est fait tuer par John Wayne Gacy. Puis c'est pour ça qu'on fait pas de match, tu sais. Et on demande surtout à ces gens-là, donc des membres de la famille de jeunes hommes disparus, qui soient vraiment reliés là, de proche, qu'il y ait un lien de famille, pas juste un ami. Là. Alors, fait qu'on demande un lien de famille pour qu'ils puissent fournir leur ADN, pour qu'on puisse faire un match avec les jeunes hommes retrouvés, parce qu'on a l'ADN. On a un échantillon de leur ADN à quelque part. Fait que c'est comme ça qu'on veut les identifier. On veut pas juste des oui dire. Hey, moi, je pense que j'avais un ami au primaire, il a disparu, je suis pas sûre. T'sais, je pense que la police peut pas vraiment dealer avec ça en ce moment. Fait que voilà, je fais l'appel à tous. Là, si vous pensez à un événement, là, si vous pensez à quelqu'un dans votre famille qui a disparu, c'est votre chance. Et ce qui est super difficile dans des situations comme ça, c'est que parfois, il y a plusieurs personnes disparues qui ont jamais été signalées à la police parce que la personne, par exemple, elle a coupé les liens avec sa famille. Peut-être qu'elle avait juste un parent, il est mort, fait qu'il n'a jamais signalé sa disparition parce qu'il est en chicane, ça fait 5 ans. Fait que lui on pense que la personne est encore en vie, mais elle l'est pas. Elle a été tuée il y a longtemps. Fait que c'est pourquoi on n'a jamais signalé la disparition. Fait que ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de corps non identifiés, parce que ces personnes-là sont disparues, mais sont pas portées disparues. Pour commencer avec le corps numéro 10, ce jeune homme a été retrouvé le 26 décembre 1978. Ça fait 44 ans qu'il est non identifié et on estime qu'il avait entre 17 et 21 ans, ce qui est tellement jeune pour être un corps sans identifier. Moi, ça me brise le cœur. C'est un homme blanc entre 5 pieds 7 et 5 pieds 11. Quand il a été retrouvé, il était nu, mais il portait des chaussettes rouge-orange. Il a été trouvé couché sur le dos. On n'a aucune autre information sur la couleur de ses cheveux, de ses yeux, malheureusement, parce que quand il a été retrouvé, c'était juste des ossements, là, c'était un squelette. Il y avait plus de cheveux, plus de yeux, évidemment. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il y a déjà eu une fracture sur la clavicule gauche qui était guérie. Donc, il s'est pas fait ça avant de mourir, là. C'était déjà guéri depuis un petit bout. Donc, c'était avant le meurtre. Et il a déjà consulté un dentiste parce qu'il y avait des plombages dans la bouche. Ces informations-là, ça semble banal, mais de dire qu'il y a déjà eu une fracture à la clavicule gauche, si t'es un parent ou un frère ou une sœur, tu peux te rappeler, « Hey, mon frère, avant qu'il disparaisse, là, il s'était cassé la clavicule au soccer, peu importe. » Là, il y a un lien vraiment intéressant. Puis, en lisant ça, j'ai vu un post vraiment intriguant sur Reddit d'un gars qui pense que son oncle pourrait être le corps numéro 10. Donc, l'oncle du gars s'appelle Armando A. Martinez Jr. et vivait exactement dans le comté de Cook à Chicago entre la fin des années 60 jusqu'en 1974. Et cet oncle en question, il travaillait à l'aéroport de Chicago et du jour au lendemain, il a comme disparu. Il n'y a personne de sa famille qui a réentendu parler de lui. Le jeune homme, Armando, il avait 21 ans à l'époque. Sa famille vient de Cuba, mais elles sont vraiment, comme on dit, white passing. Là. Donc, ils ont la peau assez pâle. C'est comme ça qu'on appelle ça, white passing. Fait que ça fitterait vraiment l'âge, l'apparence du gars. Ça fitterait avec les victimes de John Wayne Gacy. Le gars du post Reddit
il a appelé le comté de Cook pour raconter son histoire et pour dire « Regarde, moi, je pourrais fournir de l'ADN », mais il n'y a jamais eu de réponse. Voyons donc, tu fais un site web consacré à identifier les victimes de John Wayne Gacy. Tu reçois un témoignage comme ça qui est vraiment intéressant, puis tu ne rappelles pas la personne. Bref. Donc là, on va parler du corps numéro 13, et moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'à partir de simples ossements, ils sont capables de faire des portraits robots de quoi on pense que les jeunes hommes auraient l'air. C'est des portraits robots très réalistes, là. Le corps numéro 13 avait entre 17 et 22 ans. C'est un homme blanc. Il a aussi été retrouvé nu dans le vide sanitaire. Il y aurait les cheveux bruns foncés, un peu wavy, là, ondulés. Et on croit que la victime souffrait d'un mal de dents avant de mourir à cause de la position de ses dents, justement. Et un autre truc vraiment fascinant ici, c'est qu'on croit qu'il a été tué entre le mois d'août et le mois d'octobre 1976 à cause de l'endroit et la position où il a été retrouvé dans le vide sanitaire de Gacy. Pourquoi? Parce qu'au procès de Gacy, il y a un des témoins là, qui travaillait pour PDM Contractors, donc un gars qui faisait des rénovations dans la maison de Gacy, qui a fouillé dans le vide sanitaire au mois d'août 76 et il n'y avait pas de corps là, il est sûr à 100%. Fait qu'on pense que cette victime-là a été placée à cet endroit-là après le mois d'août. You know, I found it as odd when we bought the house that a house with a crawl space would need a sump pump. But then I learned the first time it rained that this ground gets wet under there and then the crawl space actually floods up to a foot deep in water. And then as it recedes, it puts out a musty odor. There was always a musty odor in that house. Maintenant, je vais vous parler rapidement du corps numéro 21. On pense qu'il est plus vieux, là. On estime entre 15 et 27 ans, mais en même temps, c'est une branche d'âge assez large, là, parce qu'il pourrait quand même avoir 14 ans ou bien 29 ans, là, t'sais. Mais on pense entre 15 et 27 ans. C'est un homme blanc, il a les cheveux bruns pâles, et comme tous les autres, on l'a retrouvé dans un état squelettique, il portait pas de vêtements. Et aussi, on peut savoir précisément, à peu près, la date de sa mort. On pense qu'il a été tué entre le 13 juin et le 25 octobre 1976 parce qu'il a été enterré en dessous d'un autre corps. Donc, quand on l'a trouvé, il y avait un corps par-dessus et c'est le corps de William Carroll, le corps numéro 22, qui a disparu le 13 juin 1976. Ensuite, on a le corps numéro 26. On pense que c'est un jeune homme entre 22 et 30 ans. Là, on parle de quelqu'un de beaucoup plus âgé. C'est un homme blanc. Il a été découvert nu. Il y avait un tissu dans sa bouche, ce qui a dû lui provoquer une suffocation. On sait qu'il a les cheveux bruns et il manquait 2 dents en avant, donc c'est possible qu'il portait un dentier. Finalement, je vais vous parler du dernier corps, le corps numéro 28, qui est beaucoup plus jeune que les autres. Là, on estime qu'il avait entre 14 et 18 ans. Il était habillé d'une chemise, il y avait une bague en métal blanc au 4e doigt, donc il était peut-être marié, mais en même temps, je me dis, entre 14 et 18 ans, c'est assez jeune là, pour être marié, même dans les années 70. Mais bon, il y avait une bague à ce doigt-là, il portait des jeans bleus, des sous-vêtements, des chaussettes. Donc, il était vraiment tout habillé quand il a été retrouvé, là, ses ossements. Il y avait aussi les cheveux bruns. Il aurait déjà eu une fracture au bras droit. Et lui, il n'a pas été retrouvé dans le vide sanitaire, mais plutôt dans la cour de Gacy. Là, il a été enterré à part des autres. On l'a retrouvé enroulé de sacs de poubelle et des sacs de dry cleaning, là, de nettoyage à sec. Et on pense que c'était en fait le 2e meurtre de John Wayne Gacy, fait qu'on estimerait ça début 1972 jusqu'à la fin juillet 1975. On parle quand même d'un écart de 3 ans, mais bon, il aurait été violé, torturé et tué par strangulation. Et on pense que avant d'être enterré à cet endroit-là, dans la cour, il aurait été placé quelque temps dans le garde-robe de John Wayne Gacy. Et pour cette histoire-là, pour le corps numéro 28, on pense qu'on va peut-être pouvoir l'identifier prochainement parce qu'une femme qui a soumis son ADN récemment et elle a eu un match partiel avec la victime. Donc elle se rappelle que son frère a disparu et avant de disparaître, il a embarqué dans une vieille Oldsmobile noire qui était la voiture de John Wayne Gacy. Et selon elle, le conducteur ressemblait beaucoup à John Wayne Gacy. Donc, on va garder ça en tête. Là. Je vous ferai un update prochainement avec cette information-là. Mais je trouve ça quand même triste, toute cette histoire-là, que John Wayne Gacy, là, c'est pas mal dans les tueurs en série les plus populaires. Là.
sais, avec Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, là, c'est dans les tops. Puis j'ai ça de dire des tueurs en série populaires, mais ça fait quand même partie de la culture américaine, là, malgré tout. C'était dans des tueurs très prolifiques qui ont marqué l'imaginaire, puis ont marqué aussi les gens. Puis je trouve ça triste qu'avec une histoire justement aussi populaire, aussi connue, il y a encore 5 victimes qui n'ont jamais été identifiées. Ces victimes-là, ils étaient connus, il y a des gens qui les connaissaient. Fait que pourquoi on n'a jamais réussi à leur donner un nom, tu sais? Whether it's Berkowitz, whether it's Bundy, whether it's Williams, Wayne Williams down in Atlanta, or any of the others, or Charlie Manson. See, I don't comment about other cases for the simple fact is that I wasn't there. Do you feel somewhat of a kinship with some of these people? God, I hate that when they put me in the same club with them. Puis là, maintenant, on va passer à mon dernier tueur en série, Dean Corll. Donc, c'est vraiment le case de Dean Corll qui me donné envie de faire une vidéo, là, qui m'a donné l'idée pour toute cette vidéo, parce que je suis tombée sur une photo extrêmement troublante en lien avec Dean Corll. Je vais vous en parler à la fin, là. Puis j'ai vraiment envie de faire une vidéo complète sur ce tueur-là. C'est vraiment une histoire que je trouve fascinante et très triste, mais surtout très intrigante, là. Fait que dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresse une vidéo complète sur Dean Corll. Là, je sais pas si je prononce bien son nom. Donc, l'affaire de Dean Corll me fait vraiment penser à John Wayne Gacy, surtout dans son choix de victimes, puis aussi parce que Dean Corll, il se faisait appeler The Candyman parce que sa famille et lui ont déjà eu une boutique de friandises, de bonbons, et qu'ils en donnaient gratuitement aux enfants. Donc, Dean Corll est un tueur en série américain qui aurait opéré dans les années 70 dans les villes de Houston et Pasadena, au Texas. Il aurait kidnappé, violé, torturé et tué un minimum de 28 jeunes hommes et adolescents, tous âgés entre 13 et 20 ans. Il y avait 2 complices, donc 2 adolescents qui l'aidaient à kidnapper ses victimes, David Owen Brooks et Elmer Wayne Henley. C'est vraiment là, un case qui est triste et fascinant, fait que ça vaudrait une vidéo. Encore là, laissez-moi savoir si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce tueur. Donc, l'une des victimes qui est confirmée comme étant une victime de Dean Corll, mais qui est toujours non identifiée, c'est le John Huston Boy, qui est aussi appelé le Swimsuit Boy. Donc, il a été trouvé le 9 août 1973 dans un cabanon d'entreposage de bateaux qu'il louait, où 17 autres victimes ont été enterrées. C'est d'ailleurs le 16e corps à être retrouvé dans ce cabanon. Il était dans un état de décomposition assez avancé et les enquêteurs croient qu'il aurait été tué entre 1971 et 1972, mais eux, ils penchent plus là, vers l'automne 1971. Le Swimsuit Boy avait, on estime, entre 15 et 19 ans, mesurait sûrement entre 5 pieds 2 à 5 pieds 7. Il avait les cheveux bruns, il avait une bonne dentition et quand on l'a retrouvé, il portait un maillot de bain rayé rouge, blanc et bleu, des bottes de cow-boy brunes, un bracelet en cuir autour de la cheville et il y avait un chandail à manches longues de couleur kaki avec un symbole de peace and love. C'est pourquoi on croit qu'il a été tué fin de l'été, début automne, parce que bon, il portait encore un maillot de bain. Donc c'est possible qu'il se baignait, fait qu'il devait faire un petit peu chaud pour se baigner, mais peut-être qu'en soirée c'était un peu plus frais, fait que c'est pourquoi on l'a retrouvé avec un chandail à manches longues, parce que des chandails à manches longues, on met pas vraiment ça au mois de juillet ou quand il fait très très chaud, sinon plus début de l'automne. Donc sur son chandail, on a retrouvé une petite inscription à la main. Quelqu'un avait écrit ses lettres à la main, donc LB4MF ou LBHMF ou L84MF. C'est pas trop clair, ça ressemble des fois à des lettres ou des chiffres, on n'est pas sûr. On n'a jamais pu le confirmer, mais les enquêteurs croient que peut-être que Swimsuit Boy, c'était en fait un jeune homme du nom de Bobby French, parce qu'une fois, ils ont reçu une lettre anonyme au poste de police et il y avait des photos de ce fameux Bobby French. Et on disait que c'était le Swimsuit Boy. Et effectivement, il y a quand même une bonne ressemblance. Mais malheureusement, on peut pas le confirmer avec certitude parce qu'il n'y a jamais aucun membre de la famille de Bobby French qui a été localisé.
Les complices de Dean Corll, eux, quand ils ont été interrogés, ils disent qu'ils se rappellent pas du tout du swimsuit boy. Ils se rappellent de la majorité de leurs victimes. Ils ont même été très, très coopératifs avec la police. Mais pour cette case-ci, pour cette victime-là, ils s'en rappellent pas. What did he want you to do? He wanted to pay me to find people and bring them to him. And help him do his thing. And kill him and help him bury him. Did you? I'll pay him. He was going to pay you. How much would he pay you per person? I don't know. He said $1,500 once. $1,500 a person. Et finalement, il y a cette photo très troublante, là, puis pour ceux qui m'écoutent en audio, je vous invite vraiment à venir regarder cette photo. Il y a un Polaroid qui a été retrouvé et on croit vraiment que ça pourrait être une victime de Dean Corll. Et je trouve tellement que cette photo-là est troublante, ça m'a vraiment donné des cauchemars, honnêtement. Regardez ça. Donc, c'est en 2012 que cette photo a été publiée dans les médias. En fait, elle avait été retrouvée dans les affaires de Henley, le complice de Dean Corll. Puis en fait, la famille de Henley avait comme rangé tous ses trucs depuis 1973, puis elle les avait jamais réouverts, elle avait jamais regardé dans ses affaires personnelles, ses effets personnels. Puis quand ils ont regardé à nouveau dans ses effets, c'est là qu'ils sont tombés sur cette photo. Donc sur la photo, on voit clairement que c'est un jeune homme qui est terrorisé, il a tellement peur, là, il est en danger, il est blond, on voit qu'il est menotté à quelque chose sur le sol et qui est chez Corll, justement. On peut même voir la boîte d'outils qui appartenait à Corll avec les outils dont il se servait pour torturer ses victimes. Et on essaie de relier cet adolescent sur la photo aux victimes connues de Corll, des victimes qu'on sait qu'il a tuées, et il n'y a aucun match. Fait que ça, là, c'est une victime de Corll non identifiée. À moins qu'il l'ait laissé partir après, puis que ça soit pas une victime de meurtre, ça soit juste une victime de viol ou de torture. Mais bon, ça me surprendrait. Henley, lui, il a aucune idée c'est qui ce jeune homme-là, mais il sait qu'il a acheté la caméra Polaroid en 1972 et Dean Corll est mort en 1973. Donc, l'ado serait nécessairement mort entre 1972 et 1973. Et pour l'affaire de Dean Corll, justement, pourquoi ça m'intrigue? Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'autres victimes qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas été identifiées. Fait que ça se peut qu'on retrouve d'autres indices plus tard, mais aussi, là, toute cette histoire-là, on parle possiblement d'un réseau de pédophiles. Moi, ça me fait vraiment penser à l'affaire de Johnny Gosch, qui, vous savez, m'a vraiment marqué. Fait que, voilà, c'est cette photo-là qui a comme toute partie, cette vidéo-là, là, mon idée pour cette vidéo. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez passer un bon Halloween. Moi, qu'est-ce que je vais faire pour l'Halloween? Ben, j'ai un costume pour Nanette là, qui est vraiment cute. Si vous voulez voir ça, suivez-moi sur les médias sociaux. Et ben, sinon, on se revoit pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.